Très bien. Alors du coup, Alessandra, Virginie, est-ce que vous pouvez expliquer en deux mots ce qui vous amène à cette formation? Si vous voulez, je peux commencer moi. Alors, comme j'avais déjà écrit sous les premiers modules que vous avez nous envoyés, moi, je travaille. Alors, moi, je suis italienne, donc je demande déjà pardon si j'ai fait des petites erreurs dans mon façon de parler ou Yes, un d'écrire. problème. Même, ça peut arriver. Moi, je suis en France depuis 8 ans. Je travaille pour une entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises où le siège est en Italie, justement. Donc, je suis arrivée ici en déplacement et puis je suis restée sur la mesure. Et là, aujourd'hui, moi, je fais déjà des suivis de projets. Dans mon expérience passée, j'ai fait aussi des suivis de projets internes. Comme par exemple le développement de nouveaux produits. Et là, actuellement, depuis plusieurs années, je suis plus sur les projets concernant des commandes clients. Donc, je fais un peu la partie aussi interface vers les clients, l'interprétation des cahiers des charges et machin. Et mon but principal, c'est de prendre une certification, hein. Déjà compléter mes compétences, parce que quand même, ça fait des années que j'ai fait plus de formation sur ce sujet. Donc, moderniser mes compétences, les compléter, les mettre dans un cadre voilà, plus complète, encore une fois, et avoir une certification reconnue au niveau national et du coup que je peux quand même utiliser pour plusieurs bouts, quoi. Très bien. Voilà. Parfait. Ben, merci Alessandra pour cette description. Virginie? Alors précédemment, actuellement, je suis en recherche d'emploi active sur ma région. J'ai effectué un poste de responsable commercial dans une grande mutuelle pendant plus de 3 ans. Et c'est vrai que par rapport à ce que je recherche aujourd'hui, management, mais plutôt sur de l'orientation de gestion de projet. Donc, tout en restant dans la sphère commerciale, en participant par exemple à des phases d'amélioration continue, par exemple, à penser les processus commerciaux au sein des entreprises. C'est du coup une lacune que j'ai un petit peu quand même dans mon CV. Et voilà, donc l'objectif de la formation, c'est vraiment d'acquérir le management de projet, si possible avoir la certification pour pouvoir effectivement compléter mes compétences et puis aller vers de nouveaux horizons. Très bien. Ben, la formation devrait répondre à vos attentes. Donc, vous êtes au bon endroit. Super. Bonjour Aurélie. Alors oui, tu n'arrives pas à activer la caméra et le micro. Bon, il y a un enregistrement. Ça vous permettra de pouvoir suivre la formation au moins. Vous pourrez au moins la disposer. Euh, ouais, on va faire comme ça, hein. Allez, c'est parti. Je vais partager mon écran. Si vous avez la possibilité d'activer votre caméra ou votre micro en cours de route, n'hésitez pas. Sinon, Aurélie, Belmel, n'hésitez pas à adresser vos questions directement dans le chat. J'essaierai directement. Ok. Ah, j'ai entendu Belmel. Oui, mon micro marche. C'est bon. Très bien. Est-ce que tu peux dire peut-être rapidement ce qui t'amène dans cette formation, maintenant qu'on peut t'entendre? Ouais, très rapidement. Bon, bonjour, je me présente, donc Belmele Afeni. Alors moi, je suis issu d'un milieu assez technique et effectivement, je suis amené à rencontrer pas mal de partenaires et mettre en place pas mal de solutions. Et c'est vrai que j'avais pas d'outils spécifiques quand je devais faire des cahiers des charges ou etc. Donc je me débrouillais comme je pouvais. Et je suis souvent commanditaire. Je me positionne dans l'autre phase. Donc là, l'idée, c'est vraiment de m'armer, d'avoir les bons outils. Et je sais qu'il y a quelques opportunités au sein de mon groupe. Donc c'est plutôt une corde que j'aurai en plus dans mon arc avec cette Super. certification. Je l'espère bien, ouais. C'est tout ce que je te souhaite, en effet. Eh Merci. bien, bienvenue dans cette formation à toi aussi. Merci. Et Aurélie, est-ce que tu as pu finalement activer le son? Non, malheureusement, on n'entend rien. Il faut se déconnecter et se reconnecter pour que ça marche.
Ouais, je crois qu'elle vient d'essayer en plus, mais bon, c'est pas grave. Écoute, tu auras mon enregistrement et j'espère que pour la prochaine session, ce sera fonctionnel. Alors, je vais partager mon écran. Vous me dites si vous le voyez bien. Allez, c'est parfait. Oui. Donc cette semaine était liée au démarrage du projet. Le démarrage, l'étape fondamentale, en effet, c'est l'étape de cadrage et c'est important de bien l'utiliser, de bien l'assimiler pour bien lancer son projet sur la bonne rampe de lancement. La partie liée au démarrage du projet est importante parce qu'il faut notamment identifier ces différents acteurs du projet. Euh, il y a beaucoup de projets qui fonctionnent, qui tournent, mais souvent on n'a pas il n'y a pas forcément de personnes identifiées dans tel rôle. Je vais le dire souvent au fil des classes virtuelles et peut-être aussi dans la formation que vous suivez directement en ligne. Le chef de projet n'est pas responsable de tout. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier les différents acteurs qui vont collaborer avec vous pour mener à bien ce projet. Le commanditaire, c'est le décideur ultime, c'est la personne qui vous apporte le projet, la personne qui vous demande en tant que chef de projet et qui a un petit peu pensé le projet. Quelque part, pardon, vous devez lui être redevable du projet dans sa gestion. Et en tout cas, s'il y a des questionnements par rapport à la manière dont on drive, dont on pilote le projet, c'est bien vers lui qu'il faut se tourner. Alors, je ne vais pas parcourir tout le détail de chacun des rôles, hein, ça vous l'avez vu cette semaine en ligne, mais l'idée est que dans ces différents acteurs projets, il y a des rôles qu'on qualifie de rôles clients et d'autres qu'on qualifie de rôles fournisseurs. Donc, quelque part, le chef de projet, lui, est un fournisseur du projet, donc un fournisseur de l'entreprise. Donc, il pilote un projet, et donc il est du côté du coup qui va fournir des services à l'entreprise. En revanche, un responsable utilisateur, un commanditaire, est plus du côté client. Donc, c'est toujours important d'essayer, hein, dans la mesure du possible, de ne pas avoir de rôle assimilé dans l'un et de l'autre côté. Grosso modo, un chef de projet peut avoir plusieurs rôles, mais idéalement des rôles côté fournisseur. Et donc, grosso modo, il peut être responsable fournisseur, il peut être chef d'équipe, il peut être support projet. Ça, ce sont vraiment des rôles qui sont du côté fournisseur. Par contre, il ne peut pas être chef de projet et commanditaire. D'ailleurs, le commanditaire est un rôle unique. On devrait avoir une seule personne qui réalise ce rôle et qui ne réalise que ce rôle. Et il ne peut pas être également responsable utilisateur en théorie. Après, il y a des cas d'exception, hein. J'ai eu le cas d'une apprenante qui voulait monter un centre d'attraction dans son village. Le projet rassemblait à la fois elle, son mari, sa tante, donc ils étaient forcément que trois. Donc elle était à la fois et commanditaire et chef de projet. C'est un cas spécifique. Et je crois que j'ai eu le cas cette semaine aussi d'une personne qui m'a répondu et c'est peut-être toi, Alessandra? Oui, en effet. Donc c'est possible d'assimiler le rôle de responsable utilisateur en tant que chef de projet, mais il faut vraiment que ce soit bien identifié et de savoir dans quel cas, donc lorsque tu réalises une action, tu te poses la question, ok, donc là je pense en tant que responsable utilisateur, là par contre je pense en tant que chef de projet. Et c'est toujours bien d'avoir peut-être une personne un petit peu externe à tout ça qui va pouvoir être juge de paix, entre guillemets, et pouvoir aussi guider de manière à ce que tu puisses bien réaliser ce rôle et le faire de manière correcte et pas être juge et partie. Grosso modo, c'est vraiment ça l'idée. Parmi tous ces rôles, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'ils ont été compris? Oui, dis-moi, Alessandra. Oui, en fait, moi, j'ai la question par rapport à cet acteur, parce que dans le matériel informatique qu'on a reçu, normalement, tous ces rôles doivent être dans la même entreprise, Oui, non? oui, C'est oui, dans ça? la même entreprise. Oh, Donc, ils peuvent être externalisés. Il est possible d'avoir des personnes qui ne soient pas forcément dans l'entreprise, mais qui ont une délégation. Par exemple, je peux être un consultant chef de projet qui travaille pour un commanditaire d'une autre entreprise, etc. C'est possible. oui, mais d'accord, mais cette contexte, les consultantes fait partie de l'entreprise Oui, temporairement, et pour moi, c'est comme ça. Donc, ouais. du coup, ma difficulté, c'était justement, moi, je suis dans une réalité un peu spéciale, peut-être. Donc, là, les clients, il n'y a jamais.
Donc, c'est les projets, justement, c'est fait pas pour une idée interne de développement, d'amélioration interne, mais c'est pour une affronte d'une commande. Moi, je me demande, par exemple, dans l'autorité des changements ou dans les commandataires, ça peut avoir aussi une influence sur les clients, que c'est en ce Oui, cas-là un peu commandataire et c'est aussi un peu l'autorité des changements. oui. Alors, le client peut être présent. On peut être dans la même entreprise et considérer que le commanditaire qui est dans la même entreprise est le client. C'est pour ça que Ah, je ok. fais bien cette distinction de rôle client et de rôle fournisseur. Le commanditaire est un rôle client. Donc, quelque part, le chef de projet, son client, c'est le commanditaire. Alors, il peut être client dans l'entreprise, mais il peut être client à l'extérieur. Imaginons que l'entreprise fournit des services à une autre entreprise. Je suis chef de projet dans mon entreprise. Par contre, je fournis des services au commanditaire de l'autre entreprise qui a demandé un service. Donc, quelque part, il est possible d'être dans deux entreprises différentes et que le commanditaire représente bien le client. C'est vraiment l'idée. D'accord. Alors, en fait, je dois revoir un peu les acteurs que je vais lister, en fait. In ce cas-là, le responsable fournisseur, c'est de la même groupe, mais pas de la même entreprise. OK. Oui, Donc, je comprends mieux. Ouais. et voilà Aurélie. Pardon. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la répartition des différents acteurs du projet? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais dérouler. Donc, le cahier des charges. Le cahier des charges est un petit peu votre petite feuille de route. Je le dis souvent comme un petit morceau de papier qu'on a écrit sur un coin de table, sur lequel vous avez écrit les différentes demandes du commanditaire. Le commanditaire vous sollicite et vous dit, voilà, j'aimerais ce projet dans ce contexte, dans cette raison, dans à peu près ce budget, j'aimerais que cela fasse ça et je l'aimerais avoir pour telle date, à peu près. Quelque part, ce cahier des charges, c'est un petit peu l'idée de départ qui va lancer le projet. De ce cahier des charges où vous avez ces différents champs, va être plutôt analysé, détaillé de manière à en dérouler et va découler le business case qui est beaucoup plus complet. Donc, quelque part, le cahier des charges et le business case sont des documents qui s'assimilent. Le cahier des charges est quelque part le brouillon et le business case est la partie formelle. Donc la partie comme un contrat. Donc quelque part, le business case va prendre le cahier des charges, va analyser le cahier des charges et cela va permettre d'apporter plus de détails. Donc tout ce qui concerne le contexte, le sommaire du projet va être détaillé dans les moindres détails. Aussi les bénéfices. Les bénéfices peuvent être un calcul financier, mais ils peuvent être aussi ça peut être aussi des bénéfices non tangibles. Quelque part des bénéfices qu'on ne peut pas calculer, mais qui quelque part on sait que ça va apporter à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a, dans le cas du business case, donc dans le cas d'affaires, la notion de retour sur investissement, donc de ROI. Le ROI est la variable qui est principalement utilisée pour considérer qu'un projet est rentable ou non. Donc vous avez eu le cas cette semaine de l'exercice sur la rentabilité. L'idée quelque part est de calculer si un projet va rapporter de l'argent à l'entreprise ou pas. Donc grosso modo, si le ROI est positif ou s'il est négatif. Après, attention, il y a des projets qui ont des retours sur investissement négatifs qui sont quand même autorisés par l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils concernent des sujets qui sont liés, par exemple, à la sécurité, qui sont liés à des sujets qui vont apporter des bénéfices qui ne sont pas pécuniers, mais qui pour autant va être bénéfique à l'entreprise. Quelque part, si une entreprise décide de remplacer tous ses ordinateurs, alors en effet c'est un coût. Si vous êtes 100, 1000 salariés, qu'il faut remplacer toutes les machines de tout le monde, c'est un certain coût. Par contre, le fait de dépenser ces sous, derrière, on ne sait pas forcément ce que ça va rapporter. Alors oui, les équipes vont être plus efficaces, elles vont être plus satisfaites parce qu'elles vont avoir des machines qui sont plutôt neuves, plutôt récentes. Donc ça apporte sur le moral des équipes, ça apporte aussi sur la performance de l'entreprise, mais difficile de dire que ça va apporter 1000 euros par salarié ou 500 euros par salarié, difficile de le mesurer.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de sécurité, par exemple, on va monter le niveau et on sait qu'on va éviter d'avoir des virus, par exemple. Donc ça va, ce retour sur investissement va être négatif. Pour autant, c'est un investissement qui est nécessaire pour que l'entreprise fonctionne correctement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur le fait qu'un ROI est négatif, donc le projet ne va pas être approuvé. Pas forcément. On peut avoir un ROI positif et ou négatif et d'avoir un projet qui fonctionne. Une notion qui est aussi importante dans le business case et qui n'est pas forcément identifiée dans le cahier des charges, c'est la notion de risque. C'est important dès le départ du projet de pouvoir identifier les risques qui peuvent impacter le projet. Les risques sont importants, ils vont être détaillés en semaine 3 et ils sont importants de manière à ce que vous puissiez être crédible en tant que chef de projet. Un projet, c'est une perspective, on souhaite réaliser une activité, c'est proposer des livrables, mais tout n'est pas tout beau tout rose. Il faut aussi pouvoir se dire qu'on ne part pas forcément à la fleur au fusil, mais qu'il y a aussi des activités qui peuvent impacter le projet. Donc c'est important, si possible, d'en identifier à minima 5 risques qui vont être présentés avec la présentation du projet dans le business case. Est-ce que vous avez des questions par rapport au business case, au cas d'affaires? Oui. Excusez-moi, toujours moi. J'ai une petite question par rapport à retour d'investissement. Alors là, les positives ou négatives, donc du coup, pendant la formation, j'ai vu qu'il est considéré positive quand il est majeur de 1. Donc, en ce cas-là, c'est majeur de 100%, c'est ça? Non, un ROI à 1, donc 1%, cela veut dire que quelque part l'investissement va rapporter un minima quelque chose à l'entreprise. Donc, doit être majeur de 0 du coup. La Oui, positive, au-dessus c'est majeur de de 0. 0. Voilà, ok. Au-dessus de 0. Entre 0 et 1, bon, difficile de dire que c'est très rentable. Bon, à la limite, c'est positif, mais pas très rentable. Mais au-dessus de 1%, on est sûr de pouvoir avoir un retour sur investissement. Oui, parce que là, c'est écrit dans certains moments, c'était positif quand il est majeur de 1, donc 1%. Oui, Okay. oui, en effet, c'est ce qui est écrit. Ok, merci. Je t'en prie. Pas d'autres questions? Et enfin, le dernier volet de cette semaine était lié à la communication. Donc la communication dans la formation est présentée au travers de 2 outils. Donc le plan de communication et la matrice de communication. Alors je vais plutôt inverser, d'abord la matrice de communication et ensuite le plan de communication. La matrice, donc c'est le tableau du haut, et un outil qui est pour moi pas forcément utilisable dans tous les contextes. Il est surtout nécessaire de l'utiliser lorsque le volume de personnes qui gravitent autour du projet est important. Si en effet le projet doit faire intervenir plusieurs services, doit partager des communications au travers de plusieurs services, de plusieurs personnes, de plusieurs types de postes, c'est important d'identifier une matrice de communication. La matrice va servir à identifier quels sont les groupes de personnes vers qui communiquer. En revanche, le plan de communication, lui, est indispensable, peu importe le projet. Le plan doit dérouler l'ensemble du déroulé dans le temps du projet. Donc vous pouvez le voir que le plan de communication est identifié en fonction des différentes phases du projet. En phase d'initialisation, on va avoir ces communications-là. En phase d'exécution, en fonction des événements qu'on a identifiés, on va identifier les types les communications à envoyer. Et pareil pour la phase de clôture. Donc l'idée est que, en fonction des jalons dans le temps, on a des communications à identifier, à transmettre. Et quelque part, ça vous permet d'avoir la visualisation de tout ce qui va être communiqué par le projet. Donc voilà pour la partie communication pour clôturer cette semaine de formation. Est-ce que vous avez des questions? Là, on n'utilise que ce type de matrice, c'est-à-dire ce papier-là, ou on a quand même des outils pour ça? Oui, derrière, en effet, derrière, on a des outils. Il y a aussi un volet alors je sais pas si oui, je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après, qui va un petit peu vous dire, grosso modo, que les communications peuvent être, comment dire, enregistrées sous forme de formulaire, grosso modo, d'utiliser le même type de communication à chaque fois.
Après, ce tableau de matrice de communication, il est totalement modulable. Par exemple, dans le tableau que vous voyez à l'écran, il n'y a pas de notion de date, parce qu'en effet, en théorie, euh, on- les dates sont surtout identifiées dans la partie plan. Néanmoins, il y a des groupes de communication qui sont formés en fonction d'une phase dans le temps. Donc parfois, on peut se dire que, ok, j'ai ma matrice, mais en fonction d'une date, c'est ce groupe-là. À un autre moment dans le projet, ce sera ce groupe-là, de manière étendue. Tout est modulable dans la partie matrice, également dans la partie plan, et en effet, c'est tout à fait utilisable et adaptable par rapport à votre projet. Est-ce que ça Des répond à ta outils? question? Ouais, non, moi je pensais par exemple à des outils. On peut se tutoyer, Joy, ou faut Bien, se... bah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je vous Ok, tutoie en tout cas. Enfin, ok, je te tutoie. pas de souci. Tu sais, il y a des outils comme Miro, Notion, Planner. Tu vois, c'est idéal pour ça. Bon, on peut Oui, aller plus loin. Ouais. c'est vrai. Je les ai initialement pas détaillés sur la partie communication. Je parle des outils de gestion de projet en semaine 2, il me semble. Il me semble que c'est la semaine prochaine. Dans lequel je liste un petit peu les outils de gestion de projet qui sont possibles. Et du coup, ça aide à la communication puisqu'en effet, les différentes équipes sont déjà renseignées dans l'outil. Et donc, en termes de communication, on s'affranchit d'envoyer des emails, par exemple. Mais je ne parle pas en effet du moyen qu'on peut utiliser avec Planner, par exemple, ou Miro, pour écrire une communication. Mais je pense à une nouvelle formation, hein, qui va peut-être s'ajouter à celle-là, qui va peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour justement s'aider sur les communications et peut-être euh, s'affranchir, dans beaucoup de cas, d'écrire directement du texte, mais surtout de l'automatiser. Mais ça, ce sera dans une autre formation, ce sera pas dans celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il était parti. Désolé. Pas de souci. Est-ce, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas si tu as entendu ma réponse, ou au pire tu l'auras dans Oui, l'enregistrement. pas de souci. Ça marche. Alors, si pas d'autres questions, je vous propose de clore pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on essaiera d'optimiser vos compétences et vos méthodes en gestion de projet. Donc, n'hésitez pas à m'adresser vos réponses aux exercices. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je suis pas sûr que tout le monde m'ait envoyé ces exercices, en tout cas tous les exercices. Bon, là, j'ai pas répondu à ceux d'hier, il me semble, mais sinon pour le reste, normalement, c'est bon. Pas de questions particulières? On a hâte d'attaquer la deuxième semaine. Eh ben, je suis ravi de l'entendre. Hâte de vous recevoir la semaine prochaine alors. Excellent, excellent après-midi à vous tous. Excellent week-end et on se dit à vendredi prochain. Merci. Au revoir. Au revoir. Ben, merci. Au revoir.